Lorsque le service d'urgence de Tallinn a reçu l'appel d'Anna Valgu, elle s'est d'abord excusée de déranger si tôt, puis a calmement informé que son fils Rasmus était tombé sur un vieux four dans la cave et était inconscient depuis un certain temps. La voix de la femme était égale et ordinaire, comme s'il s'agissait d'un petit désagrément domestique et non d'un incident grave. Quelques minutes plus tard, l'équipe de paramédicaux se tenait déjà devant la maison de la famille Valgu dans la banlieue tranquille de Viimsi. Anna a montré au médecin, comme si de rien n'était, le chemin vers le 2e étage, à la chambre à coucher. Selon ses dires, Rasmus y avait été transporté après la chute pour qu'il soit plus confortable. Il a suffi d'un regard au secouriste Reigo Kaljust pour comprendre. Les paroles d'Anna ne correspondaient pas à ce qu'il voyait dans la pièce. L'état de Rasmus était grave et semblait bien différent de celui d'une blessure domestique accidentelle. On pouvait voir sur son corps des traces de brûlures symétriques, trop claires et régulières pour avoir été causées par une chute. Ses vêtements étaient sales, ce qui contrastait étrangement avec le lit propre et la chambre ordonnée. Il y avait aussi des signes évidents d'épuisement extrême et des traces de déshydratation prolongée. Sans perdre plus de mots, le secouriste a contacté le centre de contrôle et a appelé la police sur les lieux avec un code spécial indiquant des circonstances suspectes. Les agents arrivés sur les lieux ont rapidement compris que les explications des parents soulevèrent des questions. Anna et son mari Marcus répétèrent la même chose, clairement, avec assurance, comme s'ils avaient appris les mots par cœur. Leurs déclarations semblaient trop coordonnées pour être accidentelles. Pendant ce temps, les médecins de l'hôpital régional du nord de l'Estonie ont confirmé les conclusions des secouristes. Les blessures de Rasmus ne pouvaient en aucun cas être le résultat d'un simple accident. À partir de ce moment, la police a ouvert une enquête approfondie sans se douter de la complexité de la vérité. Les policiers sont entrés dans la maison de la famille Valgu en sachant déjà que les médecins doutaient de la version des parents. L'ambulance était déjà partie avec Rasmus, et maintenant, les agents devaient éclaircir l'affaire sur place. Anna et Marcus semblaient parfaitement calmes. Ils ont immédiatement conduit les policiers à la cuisine, leur ont proposé de s'asseoir, mais les agents ont refusé. La conversation a commencé sans préambule ni formalité. Anna a été la première à répéter son histoire. Sa voix était égale et claire, comme si elle racontait un scénario habituel. Selon ses dires, le matin, ils ont entendu un bruit dans la cave, sont descendus et ont vu que Rasmus gisait inconscient à côté du vieux four. Marcus a hoché la tête en silence pour confirmer les paroles de sa femme. Dans leur récit, il n'y avait aucune déviation, aucune hésitation, aucune contradiction. Cela semblait crédible, trop crédible. Les policiers ont été surpris par le calme de la famille. Ils ont remarqué à quel point la maison était impeccable. Tout était propre, ordonné, les meubles et les objets à leur place. Un ménage ordinaire, voire ennuyeusement aisé. Sur les murs, des photos de famille, des parents heureux et un Rasmus souriant. Rien dans la maison n'indiquait des problèmes ou des conflits. Pendant ce temps, des voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Dans les petites localités, de tels incidents attirent rapidement l'attention, alors les agents ont décidé de leur parler aussi. Les voisins ont raconté à peu près la même chose. La famille Valgu semblait toujours calme et réservée. Personne n'avait remarqué de scandales ou de comportements étranges. Ils ne recevaient presque jamais d'invités, vivaient en retrait, mais cela n'inquiétait personne en particulier. Qui sait comment quelqu'un veut vivre? Les policiers sont retournés dans la maison et ont demandé à Marcus de leur montrer la cave. Celui-ci a accepté sans sourciller et les a conduits à l'escalier menant vers le bas. Anna est restée à l'étage et n'a même pas proposé de les accompagner. Cela aussi semblait étrange, bien que cela ne contredise ni la loi ni la logique. Lorsque les agents sont descendus à la cave, ils ont immédiatement remarqué une odeur de moisi. Il faisait frais et sombre en bas, mais tout semblait étonnamment ordonné. Une couche de poussière recouvrait les vieux meubles et les caisses. Personne n'avait manifestement rien touché dans la cave depuis longtemps. Finalement, Marcus a montré le four. Il se tenait dans le coin le plus éloigné, entouré de vieilles ferrailles. Il a répété une fois de plus, avec assurance, que Rasmus était tombé précisément ici. L'un des agents s'est approché et a examiné le four attentivement. Puis il l'a touché de la main. Le métal était froid, recouvert d'une épaisse couche de vieille poussière. Il était évident que le four n'avait pas été allumé depuis très longtemps. Il ne pouvait en aucun cas être la cause des brûlures de Rasmus, dont les parents parlaient avec tant d'assurance. Les policiers se sont regardés en silence. Ils ont compris.
La famille Valgu ne disait pas la vérité. L'agent est monté et a brièvement informé Anna et Marcus que leur déclaration ne correspondait pas à ce qu'ils avaient trouvé dans la cave. Les parents ont pris cette constatation calmement et n'ont rien répondu, se contentant de se regarder. Un court mais important paragraphe a été noté dans le procès-verbal de la police. Les déclarations des parents ne concordent pas avec la situation sur les lieux du crime. Les agents comprenaient déjà que l'affaire allait bien au-delà d'un simple accident domestique. Ils avaient maintenant l'intention de vérifier chaque recoin de la maison, chaque objet et chaque détail pour comprendre ce qu'Anna et Marcus Valgu essayaient exactement de dissimuler. Le soir même, la police a reçu le rapport médical officiel de l'hôpital régional du nord de l'Estonie. Le document, signé par le médecin-chef, a dissipé tous les doutes. Jusque-là, les agents ne pouvaient que supposer que l'histoire d'Anna et Marcus ne correspondait pas aux faits. Maintenant, ils avaient une preuve. Le rapport indiquait, noir sur blanc, la nature des brûlures sur le corps de Rasmus ne correspondait pas à un contact unique avec une surface chaude. Les traces indiquaient une exposition prolongée et répétée à des températures élevées. De plus, des signes d'épuisement sévère et de déshydratation ont été constatés, des conditions qui ne se développent pas en quelques heures, mais en plusieurs jours. Le médecin a également noté l'absence de blessures caractéristiques d'une chute. Tout cela excluait un accident. La police a reçu le document dans la nuit. L'enquêteur de permanence a lu attentivement chaque paragraphe et a ordonné de transmettre les documents au procureur. Le rapport de l'agent qui avait inspecté la cave a été joint à l'affaire, mentionnant que le four était froid, couvert de poussière, et n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Deux sources indépendantes, l'expertise médicale et le procès-verbal d'inspection, ont complètement détruit la version de la famille. Le lendemain matin, des policiers se sont de nouveau rendus au domicile des Valgu. Anna et Marcus ont été convoqués au poste pour un interrogatoire officiel. Formellement, ils n'étaient pas encore arrêtés, mais leur statut de témoin n'a pas duré longtemps. Après une consultation avec le procureur, il a été décidé d'ouvrir une procédure pénale pour coups et blessures graves sur une personne sous leur garde. À partir de ce moment, Anna et Marcus Valgu n'étaient plus seulement des parents inquiets. Ils étaient des accusés dans une affaire pénale. La maison a été scellée, les préparatifs d'une perquisition ont commencé. Les enquêteurs ont obtenu le droit de saisir tous les objets qui pourraient être liés à l'incident. Rasmus est resté aux soins intensifs pendant ce temps. Son état a été décrit par les médecins comme stable, mais grave. La police a posté un garde devant la chambre, attendant l'occasion de recueillir une déclaration de sa part. Pour la famille Valgu, une nouvelle étape a commencé. Il ne restait plus rien de la tentative de maintenir l'apparence d'une vie normale. La version d'un accident s'était effondrée et il incombait maintenant à l'enquête de découvrir où et dans quelles circonstances Rasmus avait subi ces brûlures et pourquoi la maison, où régnait l'ordre et la propreté, cachait un secret si cruel. Le soir de ce même jour, la police a reçu le rapport médical officiel de l'hôpital régional du nord de l'Estonie. Le médecin-chef a confirmé les soupçons des policiers et a indiqué dans son rapport que la nature des brûlures sur le corps de Rasmus ne correspondait pas à un contact unique avec un objet chaud. Les blessures étaient manifestement dues à une exposition prolongée et répétée à des températures élevées. En outre, des signes de fatigue intense et de déshydratation prolongée ont été constatés, qui n'auraient en aucun cas pu apparaître en peu de temps. Le médecin a souligné séparément l'absence de blessures typiques d'une chute, ce qui contredisait encore plus la version d'Anna et Marcus. Le rapport a été livré au poste de police vers 22 heures. L'enquêteur a de nouveau vérifié chaque détail de l'expertise et a immédiatement transmis les documents au procureur. Le document médical était également accompagné du procès-verbal de l'inspection du sous-sol, dans lequel il était expressément noté que le four était couvert d'une couche de poussière et n'avait manifestement pas été utilisé récemment. Ces deux détails contredisaient complètement les déclarations des parents. Tôt le lendemain matin, les policiers se sont de nouveau rendus chez la famille Valgu. Anna et Marcus ont été invités à se rendre au poste pour répondre à des questions. Au début, ils ont témoigné en tant que témoins, mais après quelques heures, leur statut a changé. Après avoir examiné tous les éléments, le procureur a donné l'instruction d'ouvrir une procédure pénale pour coups et blessures graves sur une personne sous leur garde. Désormais, la police ne considérait plus Anna et Marcus comme de simples parents, mais comme des suspects. Leur maison a été scellée pour une nouvelle perquisition. Les enquêteurs ont obtenu l'autorisation de saisir tous les objets qui pourraient expliquer ce qui s'était exactement passé avec Rasmus.
Rasmus lui-même est resté aux soins intensifs. Les médecins ont constaté un état grave sans amélioration significative. Un policier veillait devant la chambre, attendant le moment où il serait possible de lui parler personnellement. Pour la famille Valgu, la situation avait radicalement changé. Le monde familier de calme et d'ordre avait disparu. La version qu'Anna et Marcus avaient tenté de présenter à la police s'était avérée entièrement réfutée. Il incombait maintenant aux enquêteurs de découvrir ce qui se cachait réellement derrière la propreté et l'apparence extérieure de leur maison. Lorsque les policiers sont descendus une seconde fois à la cave, ils ont remarqué quelque chose qu'ils avaient négligé lors de la première inspection. Au fond de la pièce, derrière de hautes étagères remplies de caisses et d'outils, se tenait un objet inhabituel. C'était une boîte en bois, manifestement fabriquée à la main et à la hâte. Elle avait l'air absolument neuve et fraîche, contrairement à la cave poussiéreuse et inutilisée depuis longtemps. Les enquêteurs ont soigneusement examiné la découverte. Les dimensions de la boîte ont immédiatement semblé étranges. 1,20 m de long et seulement 50 cm de haut et de large. On ne savait pas à quoi une telle construction pouvait bien servir. Son couvercle était fermé par de solides fermoirs métalliques, et l'intérieur était complètement vide. L'odeur de bois de cèdre fraîchement coupé emplissait encore la pièce. L'enquêteur a décidé de poser une question directe à Marcus sur le but de la boîte. Marcus, qui conservait son calme extérieur, a répondu qu'il voulait simplement fabriquer une boîte pour ranger de vieilles affaires et des outils. Mais cette explication semblait absurde. La boîte était trop étroite et peu pratique à ses fins, et elle était placée dans un endroit trop inconfortable. De plus, Marcus n'a pas pu expliquer pourquoi il l'avait fabriquée en bois de cèdre coûteux, et non avec les matériaux ordinaires qui se trouvaient directement dans la cave. Les policiers ont poursuivi l'inspection et ont fait appel à des experts en criminalistique pour sécuriser et saisir l'objet comme preuve possible. Lorsque les experts ont examiné de plus près la découverte, ils ont trouvé à l'intérieur des fibres de tissu à peine visibles. Un expert a immédiatement supposé qu'il pouvait s'agir de matière vestimentaire. Plus tard, une analyse en laboratoire a confirmé que le tissu correspondait parfaitement aux vêtements dans lesquels Rasmus avait été emmené à l'hôpital. Une découverte encore plus importante a été celle de traces biologiques découvertes sur la surface intérieure de la boîte. Cette preuve signifiait que quelqu'un s'était manifestement trouvé à l'intérieur, longtemps et non de son plein gré. Le laboratoire a confirmé l'appartenance de ces traces à Rasmus lui-même. À ce moment-là, les enquêteurs ont compris que l'étrange boîte en bois n'était pas seulement un meuble inutile. C'était la clé principale pour comprendre ce qui se passait réellement dans la maison des Valgu. La boîte a été officiellement reconnue comme preuve, susceptible de jeter la lumière sur les événements réels des derniers jours et des dernières heures avant l'appel d'urgence. Les policiers ont consigné la découverte dans le procès-verbal officiel et l'ont envoyé au centre criminalistique pour un examen détaillé. Dès les prochaines heures, des experts seraient impliqués dans l'affaire, qui devait déterminer à quoi servait précisément cet étrange objet et quel rôle les parents eux-mêmes y avaient joué. Lorsque Anna et Marcus ont été informés qu'un objet lié à Rasmus avait été trouvé dans leur cave, ils n'ont pas semblé surpris. Au contraire, les deux ont réagi de manière trop discrète, comme s'ils savaient d'avance que cela arriverait. L'enquêteur a observé attentivement chaque mouvement, la façon dont ils se regardaient avant de répondre, la façon dont ils choisissaient leurs mots. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire rappelait un jeu silencieux, où chaque phrase pouvait être une erreur. Quand il a été question de la caisse en bois de cèdre trouvée, Marcus a expliqué que c'était un malentendu. Il a dit que la caisse avait bien été dans la cave, mais qu'elle n'avait en aucun cas été faite pour ce que les enquêteurs pensaient. Il a répété l'explication précédente, prétendument pour ranger de vieilles affaires. L'enquêteur n'a pas contredit. Il a simplement posé des photos sur la table, des gros plans de la surface intérieure de la caisse et le rapport d'expertise. Après une courte pause, Anna a tenté d'intervenir, disant que tout cela était une erreur et que la véritable cause des blessures de Rasmus se trouvait ailleurs. Ils ont mentionné pour la première fois une troisième personne. Selon les parents, leur famille avait depuis longtemps des conflits avec le psychologue scolaire. Celui-ci, selon leur dire, avait insisté sur un traitement médicamenteux, menacé d'informer les services sociaux et s'était souvent permis des commentaires acerbes sur la façon dont Anna et Marcus s'occupèrent de leur fils. Anna a déclaré que c'est juste après la dernière conversation avec lui que Rasmus avait commencé à se comporter étrangement, devenant renfermé et craintif. Cela ressemblait à une tentative de construire une nouvelle ligne de défense, de détourner l'attention des enquêteurs de la famille vers un spécialiste externe.
Les enquêteurs ont compris que la version semblait tirée par les cheveux, mais ils étaient néanmoins tenus de la vérifier. Un cas de coups et blessures nécessitait la vérification de chaque détail, surtout lorsqu'une personne ayant une relation professionnelle avec Rasmus était mentionnée. Dans les dossiers scolaires, on a effectivement trouvé des notes indiquant que le psychologue avait recommandé au Valgu de consulter un médecin et de faire des examens supplémentaires. Sa signature figurait sous l'avis de la commission scolaire, précisant que le comportement de Rasmus était instable et nécessitait un suivi. Les parents n'avaient pas signé ce document et avaient rapidement rompu tout contact avec l'établissement scolaire. Le psychologue a été convoqué dès le lendemain pour être interrogé. Formellement, il était considéré comme un témoin, mais les enquêteurs le considéraient comme une personne d'intérêt opérationnel. Il fallait déterminer s'il avait un conflit personnel avec la famille Valgu et s'il pouvait effectivement être impliqué dans ce qui s'était passé. Ainsi, dans l'affaire, est apparue la première personne extérieure à la famille, un personnage sur lequel toute l'attention des enquêteurs s'est concentrée pendant un certain temps. Pendant que les enquêteurs examinaient la version concernant le psychologue scolaire, le service financier de la police a procédé à une vérification standard de la famille Valgu. De telles demandes sont toujours faites automatiquement pour comprendre si l'incident est lié à des dettes, du chantage ou une ingérence étrangère. Normalement, de telles vérifications ne donnent rien, mais dans ce cas, tout était différent. Un relevé bancaire, arrivé quelques jours plus tard, a changé le cours de l'enquête. Des virements réguliers ont été constatés sur les comptes de la famille Valgu vers de grandes organisations qui n'étaient ni mentionnées dans leurs déclarations, ni dans les dépenses dont ils parlaient. 5 transactions au cours des 3 derniers mois, le montant total, un peu plus de 5 000 €. Le bénéficiaire, un compte avec un nom qu'aucun des enquêteurs n'avait entendu auparavant, Enfant du Soleil. Le nom sonnait étrangement. En Estonie, il n'y avait pas de fondation enregistrée, de mouvement public ou d'entreprise légale portant ce nom. L'enquêteur a immédiatement demandé des informations supplémentaires au service bancaire et a reçu la confirmation. L'argent était bien allé sur un compte privé, enregistré au nom d'une personne physique appelée Alar Veski. Une vérification plus approfondie a révélé que les virements avaient été effectués manuellement, non pas par des paiements automatiques, mais via les services bancaires en ligne, avec l'accès personnel d'Anna Valgu. L'un des virements portait la mention « Consultation pour méthode de purification ». C'était la première preuve documentaire que la famille était impliquée dans quelque chose de plus grand qu'un simple conflit familial ou un stress. Lorsque les enquêteurs ont comparé les dates des virements avec les événements, il est apparu qu'ils coïncidaient avec les moments clés de la détérioration de l'état de Rasmus. Le premier paiement, 1 semaine avant que les voisins ne le voient plus dans la cour. Le deuxième, après que les parents aient cessé de le conduire à l'école. Le dernier, 1 jour avant l'appel d'urgence. À ce moment-là, l'attention des enquêteurs s'est déplacée du psychologue vers la mystérieuse organisation. Que sont ces Enfants du Soleil et pourquoi la famille y virait-elle de l'argent? Pourquoi des traces de participation à un système ésotérique ont-elles été trouvées dans la maison où une étrange boîte en bois de cèdre a été découverte? L'enquêteur a ordonné de demander des données sur Alar Veski, le titulaire du compte. Une première vérification a révélé qu'il était répertorié comme le dirigeant d'un centre spirituel privé qui organisait des réunions et des rituels de purification dans un espace loué en périphérie de Tallinn. Son nom était déjà apparu dans des rapports d'archives en tant qu'organisateur de séminaires douteux liés aux thérapies alternatives. Maintenant, la police avait une nouvelle direction de travail. La famille Valgu, qui avait tenté de se présenter comme ordinaire et aisée, était liée à un groupe religieux dont personne au village n'avait même entendu parler de l'existence. Le groupe opérationnel a préparé une demande de saisie de documents au bureau des Enfants du Soleil. Et très bientôt, cette vérification fournirait le premier nom qui allait devenir la clé de la solution, le chef Alar. Lorsque l'enquêteur a convoqué Anna et Marcus de nouveau pour interrogatoire, il a immédiatement posé des questions sur les virements vers le compte de l'organisation Enfants du Soleil. La réaction des parents fut inattendue, même pour des policiers expérimentés. Au lieu d'expliquer ces paiements de quelque manière que ce soit, ils se sont tous deux tus, comme si cette question les avait pris complètement par surprise. Anna a jeté un regard incertain à son mari, mais Marcus a évité de la regarder dans les yeux, fixant plutôt le mur. Après un long silence,
L'enquêteur a répété la question, leur montrant les relevés bancaires. Marcus a continué à se taire, serrant les poings si fort que ses phalanges blanchissaient. Anna a répondu à voix basse qu'ils avaient payé l'argent pour une aide spirituelle. Sa voix était confuse et peu convaincante, comme si elle-même ne croyait pas ce qu'elle disait. L'enquêteur a demandé une explication plus précise de ce que cette formulation signifiait, mais Anna n'a pas donné plus de détails, se contentant de répéter « C'était de l'aide spirituelle, pas plus ». L'enquêteur a remarqué que le comportement du couple avait radicalement changé. Alors que les premiers jours, ils avaient tenté de paraître calmes et confiants, ils semblaient maintenant renfermés et tendus, ne divulguant aucun détail de leur relation avec l'organisation. Particulièrement préoccupant était leur refus catégorique de reconnaître que cet argent était destiné à un traitement quelconque de Rasmus. C'était particulièrement étrange, étant donné que le montant correspondait à leur revenu mensuel. Les policiers ont compris, moins Anna et Marcus parlaient des « enfants du soleil », plus il y avait de questions sur l'organisation elle-même. Leur silence ressemblait à une tentative de protéger non seulement eux-mêmes, mais aussi celui qui se cachait derrière le groupe mystérieux. Lorsque l'enquêteur a de nouveau mentionné le nom d'Alarveski, les parents sont redevenus silencieux et se sont encore plus tendus. Il était évident que ce nom leur était familier et qu'il suscitait chez eux des émotions particulières. Après l'interrogatoire, les enquêteurs ont décidé de comparer les déclarations d'Anna et Marcus. Dans leurs paroles, de petites mais importantes divergences ont été trouvées. Anna affirmait avoir rencontré l'organisation très récemment, littéralement il y a quelques mois, et qu'elle ne se souvenait pas des détails des réunions. Marcus, en revanche, a déclaré qu'il connaissait depuis longtemps l'enseignement de Veski et que l'organisation les avait vraiment aidés. Ces contradictions montraient que le couple ne s'était pas mis d'accord à l'avance sur la version qu'ils donneraient à l'enquête. Leur manque de coopération a non seulement renforcé les soupçons des enquêteurs, mais a également conduit à une nouvelle phase de l'enquête. Désormais, les policiers devaient comprendre pourquoi les parents, qui au début semblaient seulement confus, gardaient un silence si obstiné sur leur lien avec les enfants du soleil. De toute évidence, l'organisation cachait quelque chose de beaucoup plus significatif qu'une simple aide spirituelle. Les enquêteurs ont commencé à se préparer à une conversation avec la personne qui pouvait éclairer la situation bien mieux qu'Anna et Marcus. Cette personne était Alarveski, dont le nom avait déjà été mentionné plusieurs fois au cours de l'enquête. Le nom d'Alarveski est apparu pour la première fois dans les dossiers quelques jours après l'analyse des virements bancaires. À première vue, il semblait être un autre conseiller ésotérique, un homme qui promettait l'illumination spirituelle contre de l'argent. Pourtant, plus les enquêteurs approfondissaient ses activités, moins cela ressemblait à d'inoffensives conférences sur l'équilibre intérieur. Selon les documents, Veski était le dirigeant d'un centre appelé « Enfants du Soleil ». En réalité, il s'agissait d'un groupe fermé auquel on n'était admis que sur invitation personnelle. Officiellement, leur réunion était appelée « séance d'harmonisation énergétique », mais d'anciens participants ont raconté que tout ce qui s'y passait rappelait des rituels avec des éléments de discipline stricte et de subordination au leader. Veski avait une manière particulière de parler, que ses adeptes appelaient « la voix du chef ». Il prétendait pouvoir purifier les gens de l'obscurité intérieure et les conduire à la lumière du soleil. Les enquêteurs ont demandé aux opérateurs de téléphonie mobile les données sur les mouvements du téléphone de Veski. Les résultats ont été inattendus. Son téléphone portable a été localisé plusieurs fois dans la zone des stations de base près du village de Viimsi. Le premier signal a été enregistré fin août 2005, le deuxième le 9 septembre et le dernier le 13 septembre, un jour avant l'admission de Rasmus à l'hôpital. Tous ces signaux étaient liés au même endroit, la zone où se trouvait la maison de la famille Valgu. Pour les enquêteurs, cela a été un tournant. Jusque-là, la police n'avait aucune preuve directe qu'une personne extérieure avait visité la maison avant l'incident. Désormais, les données techniques reliaient une personne spécifique au lieu des faits à des dates critiques. Après cela, Veski est passé d'une figure ordinaire dans les rapports à une figure clé de l'enquête. Ses photos ont été ajoutées au dossier et ses contacts ont été inclus dans la liste des relations de la famille Valgu. Les policiers ont trouvé plusieurs témoignages selon lesquels Anna avait participé à des réunions des Enfants du Soleil à Tallinn quelques semaines avant la tragédie. Et une voisine avait vu début septembre une voiture sombre près de la maison, qui ressemblait à celle utilisée par Alar. Les coïncidences devenaient trop précises pour être ignorées. Les enquêteurs n'en doutaient plus.
l'homme qui se faisait appeler le leader était directement lié à ce qui se passait dans la famille Valgu. Bientôt, une demande d'interrogatoire a été déposée et la police a commencé à se préparer à une rencontre avec l'homme qui, selon les enquêteurs, pourrait non seulement être un mentor spirituel, mais celui qui guidait pas à pas les actions d'Anna et Marcus. Dès que les résultats de l'examen de la caisse en bois de cèdre sont enfin arrivés au département, les enquêteurs ont compris, l'objet mystérieux ne pouvait plus être considéré comme un simple meuble. Il est devenu la pièce maîtresse des preuves dans l'affaire de la famille Valgu. Le rapport des experts criminalistiques était détaillé, précis et excluait toute spéculation. La première chose que les experts ont constatée était la présence de traces biologiques. Sur la surface intérieure de la caisse, des particules de tissu, des traces microscopiques de sueur et d'épithélium ont été trouvées, correspondant à l'ADN de Rasmus. Le laboratoire a confirmé la correspondance sur tous les marqueurs clés. Les traces n'auraient pas pu y arriver par hasard. Leur densité et leur disposition indiquaient qu'une personne y avait passé une longue période. La deuxième expertise concernait les empreintes digitales. Sur le couvercle de la caisse et les fermoirs métalliques, des traces de 3 personnes ont été trouvées. Anna Valgu, son mari Marcus et Alar Veski. Les enquêteurs savaient que les empreintes auraient pu être laissées lors d'un contact normal, mais les experts ont précisé la disposition des empreintes et la direction de la pression indiquaient que le couvercle avait été fermé et maintenu par le haut par au moins 2 personnes. Ce n'était plus un hasard, mais une action nécessitant effort et coordination. La troisième partie du rapport concernait le bois lui-même. La surface du bois de cèdre, en particulier dans la partie inférieure de la structure, présentait des traces de chauffage. Une analyse microscopique a révélé que la structure des fibres était partiellement déformée par l'exposition à des températures élevées. Des particules de cendre et de suie ont été trouvées sur les parois extérieures, des traces indiquant la présence de sources de chaleur autour de la caisse. D'après la nature des traces, le chauffage n'était pas instantané, mais prolongé et uniforme. Ces 3 faits, traces biologiques, empreintes digitales et traces de chaleur, formaient une image claire. Pour la première fois de toute l'enquête, l'investigation avait un lien prouvable entre Rasmus, ses parents et Alar Veski. Tout indiquait que cette caisse n'était pas une construction aléatoire, mais l'élément central des actions qui se sont déroulées dans la cave de la maison Valgu. L'enquêteur, qui étudiait le rapport, a brièvement noté dans le procès-verbal lien physique entre les participants établi. Version de l'accident exclue. Maintenant, la police pouvait établir la chronologie des événements non pas d'après les paroles des parents, mais d'après des faits. Et tous menaient à une personne, celui qui se qualifiait de guide et assurait à ses adeptes qu'ils pouvaient purifier les âmes. Les enquêteurs comprenaient, ils avaient devant eux une conversation qui déciderait du sort de toute l'affaire. Alar Veski devait fournir des explications. La version des parents concernant l'implication du psychologue scolaire dans les événements de la famille Valgu semblait douteuse dès le début. Mais formellement, les enquêteurs étaient tenus de la vérifier. Ils comprenaient qu'Anna et Marcus essayèrent peut-être de détourner les soupçons, mais tant qu'ils n'avaient pas de confirmations officielles, la version persistait. La vérification a commencé par l'interrogatoire du psychologue lui-même. Il a immédiatement accepté de coopérer, a fourni toutes les informations nécessaires à l'enquête et a volontairement remis ses enregistrements téléphoniques et ses documents. Son récit s'est avéré cohérent et convaincant. Le psychologue a insisté sur l'aide médicale pour Rasmus uniquement dans le cadre de ses fonctions professionnelles et n'a jamais eu de conflit personnel avec les parents. Il a admis que ses recommandations avaient effectivement provoqué une irritation chez Anna et Marcus. Mais cela ne pouvait en aucun cas être la cause de ce qui s'est passé dans la maison des Valgu. Ensuite, la police a soigneusement vérifié son alibi. Il y avait même plus de confirmations que nécessaire pour dissiper les soupçons. Pendant la période du 12 au 14 septembre, lorsque les événements principaux se sont déroulés dans la famille Valgu, le psychologue se trouvait à Tartu pour une conférence spécialisée. Il a présenté aux enquêteurs des billets de train, des factures d'hôtel, des relevés bancaires confirmant les dépenses dans les cafés et les magasins, ainsi que des certificats officiels attestant de sa participation aux événements de la conférence. En plus des documents, l'alibi du psychologue a également été confirmé par ses collègues qui étaient avec lui à la même conférence. Ils ont décrit son comportement en détail et ont noté qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel ou de suspect ces jours-là. Les enquêteurs ont même obtenu des enregistrements de caméras de surveillance de l'hôtel qui confirmaient entièrement ces paroles. Ainsi,
tous les doutes concernant l'implication du psychologue ont été dissipés. La version qu'Anna et Marcus tentèrent d'imposer s'était définitivement effondrée. Il était désormais évident que les parents tentaient délibérément de tromper les enquêteurs et de les lancer sur une fausse piste. Cela ne faisait qu'aggraver leur situation. Une fois cette version écartée, seules 3 personnes restèrent dans le viseur de la police: Anna, Marcus et Alar Veski. Personne d'autre dans l'entourage de la famille n'avait même des confirmations indirectes de son implication. Il était désormais absolument clair pour les enquêteurs que la responsabilité de ce qui s'était passé incombait exclusivement aux parents et aux chefs du groupe, qui se qualifiaient de guides. Toutes les forces des enquêteurs étaient désormais dirigées vers l'éclaircissement du rôle d'Alar Veski et de l'influence exacte qu'il exerçait sur les parents. Son interrogatoire devait être la prochaine étape de l'enquête, capable de révéler finalement l'image de ce qui s'était passé dans la maison silencieuse à la périphérie de Vimsi. Lorsque les enquêteurs ont commencé à vérifier l'identité d'Alar Veski, il est très vite apparu qu'ils avaient affaire à une personne ayant une biographie complètement différente de celle qu'ils présentaient à ses adeptes. Le vrai nom du suspect, Andrus Kask, âgé de 45 ans, était déjà apparu à plusieurs reprises dans les rapports de police pour des fraudes. Tous les épisodes étaient similaires. Promesses d'améliorer la santé, de résoudre les problèmes de la vie personnelle, etc. Et tout cela pour des sommes d'argent considérables. La première affaire contre lui est apparue dès la fin des années 90. À l'époque, Kask a organisé un petit centre de thérapie alternative où des séances de nettoyage et diverses formes d'action énergétique étaient proposées aux clients moyennant des frais. Au début, les gens venaient volontairement et payaient des sommes relativement faibles. Mais après un certain temps, il a commencé à intimider les clients en leur disant que leurs problèmes reviendraient et deviendraient encore pires sans procédure supplémentaire. Finalement, l'une des victimes a porté plainte, mais à l'époque, les preuves des enquêteurs n'étaient pas suffisantes pour porter l'affaire devant les tribunaux. Andrus Kask a échappé à la punition et a disparu du champ de vision des forces de l'ordre pendant plusieurs années. Il est revenu sous le nom d'Alar Veski et a rapidement fondé un groupe appelé les Enfants du Soleil. Ce n'était plus un petit groupe ésotérique, mais une organisation fermée, à laquelle on n'était admis qu'après un entretien personnel avec Veski lui-même. Là, il se présentait comme une sorte de guide spirituel, affirmant qu'il pouvait purifier la conscience des gens et résoudre leurs problèmes intérieurs. Avec le temps, des règles strictes ont émergé au sein du groupe. Les participants racontaient qu'ils devaient rendre compte à Veski de chacune de leurs actions, expliquer toutes leurs décisions personnelles et même rompre le contact avec leurs amis et leurs familles s'ils le demandaient. La police a retrouvé plusieurs anciens membres du groupe qui ont décrit en détail comment Veski procédait exactement. Au début, il se contentait d'animer des séances de groupe et des séminaires où il disait pouvoir aider les gens à se libérer de l'obscurité intérieure. Mais ensuite, il a proposé des séances individuelles moyennant des frais supplémentaires au cours desquels il a convaincu les clients qu'ils avaient de très graves problèmes qui ne pouvaient être résolus que par des procédures coûteuses. Certains adeptes du groupe ont avoué lui avoir donné pratiquement toutes leurs économies. Veski n'avait aucune formation médicale ou psychologique, et toutes ses méthodes étaient basées exclusivement sur ses propres fantasmes et une manipulation habile de personnes crédules. Il n'utilisait pas la violence physique, mais il exerçait une telle pression sur ses adeptes qu'ils ont progressivement commencé à se soumettre entièrement à sa volonté et à lui donner tout leur argent. Les enquêteurs ont également examiné les matériaux saisis dans son bureau. Parmi les papiers se trouvaient des notes dans lesquelles Veski décrivait en détail des rituels liés à l'exposition du corps à la chaleur. Ces notes ressemblaient beaucoup à ce qu'Anna Valgu décrivait dans ses journaux intimes lorsqu'elle parlait de la procédure de purification qu'ils effectuaient à la maison avec Rasmus. Ainsi, la police a obtenu la confirmation finale du motif de Veski, l'argent et le pouvoir sur les gens. C'était une fraude classique qui, dans ce cas, a entraîné de graves conséquences. Il ne restait plus aux enquêteurs qu'à obtenir les témoignages des parents pour savoir comment les méthodes d'Alar Veski avaient exactement conduit à la tragédie dans la maison Valgu. Au poste de police se trouvaient à nouveau Anna et Marcus Valgu. À ce moment-là, l'enquête disposait de suffisamment de preuves pour leur parler différemment. Non pas comme des témoins, mais comme ceux qui cachaient manifestement quelque chose. L'enquêteur a décidé d'utiliser cette rencontre pour une conversation finale, au cours de laquelle les suspects n'auraient plus la possibilité d'éviter de répondre. L'interrogatoire a commencé calmement. On a présenté aux parents, l'un après l'autre et sans autre commentaire, toutes les preuves recueillies.
Sur la table devant eux sont apparus des photos et les résultats de l'examen de cette caisse en bois de la cave de leur maison. Anna a regardé les images pendant quelques secondes seulement, puis a baissé les yeux. Marcus est resté impassible, comme s'il ne prenait pas la situation au sérieux. L'enquêteur a continué. Ensuite, il a montré des extraits des comptes bancaires de la famille Valgu, sur lesquels de grandes sommes d'argent envoyées à l'organisation de Vesky étaient enregistrées. Il a expliqué que la police savait déjà comment Allard était lié à eux et quel rôle jouait cet argent. Marcus n'a toujours pas réagi. Anna est devenue nerveuse. Sa respiration s'est accélérée. Elle serrait et desserrait nerveusement ses mains, mais n'a encore rien dit. Après cela, des documents avec des données sur les connexions téléphoniques leur ont été présentés. Sur les papiers, les dates et l'heure de la présence d'Allard Vesky à proximité immédiate de leur maison étaient clairement indiquées. L'enquêteur a calmement expliqué que toutes leurs paroles sur l'absence de lien avec Vesky étaient désormais réfutées par des preuves irréfutables. Marcus n'a pas dit un mot. Il a juste croisé les doigts et a fixé intensément le vide. Anna a progressivement commencé à perdre son sang-froid. Ses yeux brillaient de larmes. Elle se mordait les lèvres, essayant de retenir ses émotions. L'enquêteur a fait une courte pause pour permettre à Anna et Marcus de comprendre leur situation. Puis, il a dit qu'ils se trouvaient tous les deux dans une situation tout aussi difficile, et que la question était de savoir qui d'entre eux serait le premier à raconter comment Allard Vesky avait exactement influencé leurs décisions et leurs actions. Après ces mots, Anna a éclaté en sanglots. Elle a demandé à interrompre l'interrogatoire et à faire appel à un avocat. Marcus s'est brusquement tourné vers elle et a tenté, pour la première fois de tout le temps, de croiser son regard. Mais Anna a évité de regarder dans sa direction. Elle a répété sa demande à l'enquêteur une fois de plus, ajoutant qu'elle était prête à tout raconter, mais seulement si Marcus n'était pas présent. Elle ne pouvait plus cacher la vérité. Ce fut le moment où une rupture totale s'est produite entre les époux. Marcus était visiblement abasourdi par sa décision et a perdu son sang-froid pour la première fois au cours de l'enquête. Il a regardé Anna pendant quelques secondes, comme s'il espérait son silence. Mais ensuite, il s'est à nouveau refermé sur lui-même et s'est détourné. L'enquêteur a accepté les conditions d'Anna et a ordonné d'organiser une conversation séparée avec elle et son avocat. Pour la première fois de toute l'enquête, Anna était prête à raconter tout ce qui s'était réellement passé dans leur maison et comment Allard Vesky avait réussi à prendre le contrôle de leur famille. C'est précisément cet aveu qui devait finalement révéler la véritable image des événements et clore l'affaire. Quand Anna Valgu a finalement décidé de parler, elle semblait complètement abattue et épuisée. L'avocat a demandé de l'eau à plusieurs reprises et lui a accordé de courtes pauses pour qu'elle puisse se ressaisir. Finalement, Anna a commencé à faire des aveux et chacun de ses mots sonnait si clair et convaincant que les enquêteurs n'avaient plus aucun doute sur ce qui s'était réellement passé dans la maison de la famille Valgu. Elle a raconté qu'Allard Vesky avait progressivement gagné la pleine confiance de la famille. Au début, ses paroles semblaient inoffensives, des conseils, des conférences, du soutien. Mais ensuite, il a commencé à dire que le comportement de Rasmus était lié à une énergie sombre qui devait être expulsée de lui. Selon Anna, Vesky était si convaincant qu'elle et Marcus ont accepté ses paroles comme une vérité absolue et n'ont même pas pensé à les remettre en question. Plus loin dans le procès-verbal sont apparus les détails cruciaux. Allard Vesky leur a personnellement proposé d'effectuer un rituel spécial qui devait prétendument libérer Rasmus de ce qu'il appelait une entité sombre. Il a expliqué en détail comment construire la caisse en bois et comment placer les sources de chaleur autour d'elle. Il a averti que pendant la procédure, il ne fallait pas ouvrir la caisse ni intervenir dans le processus. Les parents devaient seulement observer. Anna a avoué qu'elle et son mari avaient tout fait selon les instructions de Vesky. Elle n'a pas non plus caché ce qui s'est passé ensuite. Selon ses mots, à un moment donné, ils ont réalisé que la situation était devenue incontrôlable, que tout était allé trop loin. Cependant, Allard les a convaincus de ne pas arrêter, disant que sinon, tout ce qu'ils avaient fait aurait été vain. Il a répété avec insistance qu'à la fin du rituel, tout irait bien et que Rasmus deviendrait en bonne santé et calme. Ce n'est que lorsque Rasmus ne réagit plus à leur voix que les parents perdirent définitivement le contrôle d'eux-mêmes et paniquèrent. Allard avait disparu de la maison à ce moment-là, les laissant seuls avec les conséquences de ce qu'il avait appelé la purification. Marcus décida immédiatement d'emmener son fils à l'hôpital, comprenant qu'il n'était plus possible d'attendre. Anna a terminé son récit sans chercher à se justifier ni à justifier son mari.
Elle était pleinement consciente des conséquences de ses actes, mais a souligné à plusieurs reprises que toutes ses actions s'étaient déroulées exclusivement sous l'influence d'Alar Veski. C'était son autorité et sa pression qui les avaient amenés à se soumettre complètement et à ne plus distinguer ce qui était juste de ce qui était terrible et inacceptable. Ces aveux sont devenus la preuve décisive qui a complètement détruit les fausses versions que la famille Valgu avait initialement tenté de construire devant les enquêteurs. Désormais, les enquêteurs avaient non seulement des faits, mais aussi des explications complètes des motivations et des actions de toutes les personnes impliquées dans cet incident. La prochaine étape était évidente. Les enquêteurs devaient parler directement à Alar Veski et découvrir sa propre version des événements. L'arrestation d'Alar Veski s'est déroulée calmement et sans résistance. Il semblait être entièrement préparé à un tel déroulement des événements et n'a même pas semblé surpris lorsqu'il a été conduit au poste. Mais lors de la confrontation avec Anna Valgu, Veski s'est comporté de manière totalement inattendue pour toutes les personnes présentes. Il a non seulement refusé de confirmer ses paroles, mais a également nié toute responsabilité dans ce qui s'était passé. Lorsque l'enquêteur lui a lu les aveux d'Anna, Alar a déclaré calmement et avec assurance que tous ses conseils avaient un caractère exclusivement symbolique et métaphorique. Il a affirmé qu'il n'avait jamais dit aux parents de prendre des mesures réelles et encore moins qu'il les avait forcés à faire quoi que ce soit contre leur volonté. L'argent, selon ses mots, n'était également qu'un don volontaire que la famille Valgu avait fait par gratitude et respect pour son travail. Anna a écouté ces paroles sans lever la tête. Il était évident qu'elle était choquée et confuse par son déni. Veski parlait de manière convaincante et s'attendait manifestement à convaincre les enquêteurs de son innocence totale. Il a insisté sur le fait que les parents avaient mal compris ses paroles et ses actions et tentèrent maintenant de rejeter la responsabilité de leurs propres erreurs sur lui. Malgré cette attitude, les enquêteurs disposaient déjà d'un nombre suffisant de preuves de son implication directe. L'expertise a confirmé sa présence sur les lieux du crime. Les relevés bancaires et les enregistrements de conversation ont montré un lien direct entre Veski et la famille Valgu. Les aveux d'Anna sont devenus l'élément clé de l'accusation et le refus de Veski de reconnaître les faits évidents ne pouvait plus rien changer. Les enquêteurs étaient finalement convaincus de son caractère. Un homme habitué à manipuler les autres persistait à clamer son innocence même face à des preuves irréfutables. Sur la base de tous les éléments recueillis, le parquet a donné l'ordre d'inculper officiellement Alar Veski. Il ne restait plus à l'enquête qu'à préparer le dossier pour le tribunal et à prouver que derrière le visage calme du guide spirituel se cachait un homme pleinement conscient des conséquences de ses actes. Sur la base des déclarations d'Anna Valgu et des preuves recueillies, les enquêteurs ont pu reconstituer en détail toute la chronologie de ce qui s'est passé dans la maison des Valgu en septembre de cette année-là. Anna a raconté qu'Alar Veski était venu personnellement chez eux le soir du 12 septembre. À ce moment-là, la caisse en bois de cèdre se trouvait déjà au sous-sol, construite selon ses plans. Alar a vérifié la structure, a inspecté attentivement chaque détail, puis a dit aux parents que le bon moment pour le rituel était venu et leur a demandé de préparer tout le nécessaire. Anna a souligné qu'elle et son mari exécutaient toutes les instructions en silence et sans contradiction, dans un état de conviction totale de la justesse de ce qui se passait. Lorsque tout fut prêt, Alar ordonna de placer Rasmus dans la caisse et de la fermer hermétiquement. Marcus obéit à son ordre sans poser de questions. Veski plaça ensuite des pierres chauffées au feu autour de la caisse. Il expliqua que c'était elle qui devait créer l'atmosphère nécessaire et brûler l'énergie négative. Puis Alar ordonna aux parents de rester dans la cave et de simplement observer. Il insista particulièrement sur le fait qu'il ne fallait en aucun cas intervenir, ouvrir la caisse ou interrompre le rituel. Au début, Anna et Marcus restèrent immobiles, observant Alar remplacer régulièrement les pierres par de nouvelles, chaudes. La cave se remplissait progressivement de chaleur. Il devenait difficile de respirer, mais Alar était absolument calme et continuait de leur assurer que tout se déroulait comme prévu. Plusieurs fois, Anna demanda si l'on ne pouvait pas au moins ouvrir le couvercle un instant pour s'assurer que tout allait bien, mais Veski coupa court à toute tentative de doute, disant que sinon, tout ce qui avait été fait serait vain. Progressivement, le temps passait, et les parents commençaient à ressentir de plus en plus de peur. Alar insista pour que le rituel se poursuive sans interruption, même quand Anna dit qu'elle entendait des bruits étranges et avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Veski la réprimanda sèchement, assurant que toute perturbation pourrait affecter le processus de purification.
Anna souligna qu'ils étaient littéralement hypnotisés par sa confiance et son autorité, avaient peur de désobéir, bien que tous deux sentaient intérieurement que tout cela était faux. Presque une journée s'est écoulée, nous étions le 13 septembre. Veski continuait de remplacer les pierres, veillant à ce que personne ne viole ses instructions. Les parents ne dormaient pratiquement pas et savaient à peine combien de temps s'était écoulé. Anna a affirmé qu'à un moment donné, elle et son mari percevaient à peine la réalité et se fiaient entièrement aux paroles et aux instructions d'Allard. Le matin du 14 septembre, Allard déclara soudain que le processus était terminé et quitta rapidement la maison en disant qu'il pouvait maintenant ouvrir la caisse. Les parents se précipitèrent immédiatement vers elle. Quand Marcus souleva le couvercle, il réalisa que la situation était critique. Rasmus ne réagissait plus à sa voix, n'ouvrait pas les yeux et ne bougeait pas. Anna paniqua et Marcus, sans attendre de conseil, transporta immédiatement Rasmus hors de la cave et se dirigea vers l'hôpital. Anna, quant à elle, appela les services d'urgence et prononça calmement la version préparée qu'ils avaient convenue auparavant avec Allard. Elle espérait que personne ne mettrait en doute ses explications. La police comprenait désormais parfaitement le mécanisme de ce qui s'était passé. Anna et Marcus avaient accompli ces actes sous la plus forte pression psychologique d'Allard Veski. Les enquêteurs ont conclu que, bien que les parents portaient la responsabilité directe de leurs actes, le rôle décisif revenait à Veski, qui avait habilement dirigé leur peur et leur désespoir. L'affaire était entièrement prête pour le procès, où le destin de toutes les personnes impliquées dans ces événements tragiques devait être définitivement décidé. Le procès de la famille Valgu et d'Allard Veski a débuté en avril 2006 à Tallinn. Le procès s'est déroulé à huis clos et les journalistes n'ont pas été autorisés dans la salle, compte tenu de la complexité et de la nature de l'affaire. Le procureur a lu brièvement et factuellement l'acte d'accusation. Veski était accusé de plusieurs chefs: fraude, manipulation, écoute et blessures graves. Anna et Marcus Valgu étaient considérés comme accusés d'abandon de personnes en situation dangereuse. Devant le tribunal, Anna a de nouveau confirmé ses aveux, racontant qu'elle était entièrement soumise à l'influence d'Allard Veski. Marcus a peu parlé, mais a également plaidé coupable, répétant qu'il avait agi sous la pression et la peur du mentor. Veski a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, affirmant que ses actions et ses conseils étaient de nature exclusivement spirituelle et symbolique. Cependant, le tribunal a jugé ces explications insuffisantes et peu crédibles. Lors du prononcé du verdict, le tribunal a souligné qu'Allard Veski avait sciemment abusé de son influence et de son autorité pour induire les gens en erreur et les contraindre à des actions dangereuses. Il a été condamné à 12 ans de prison dans une colonie pénitentiaire à régime général. Anna et Marcus Valgu ont été condamnés par le tribunal à 3 ans de prison avec sursis, avec une période de probation et la déchéance totale de leur autorité parentale. Le tribunal a pris en compte leur collaboration avec les enquêteurs, ainsi que le fait que leurs actions avaient été commises sous une forte pression psychologique de Veski. Après le prononcé du verdict, Allard Veski a quitté calmement la salle d'audience, escorté par des gardes. Anna était en larmes et Marcus semblait abattu et confus. Cependant, même après la clôture de l'affaire judiciaire, la question est restée ouverte. Combien d'autres familles auraient pu être affectées par les actions du groupe Enfants du Soleil? Les enquêteurs étaient convaincus que la famille Valgu n'était pas la seule à avoir cru Veski et à avoir souffert de ses manipulations. Après le procès, Rasmus a suivi un long cours de réhabilitation. Il ne se souvenait pas des événements horribles et ne posait aucune question, comme si sa conscience refusait simplement de revenir dans le passé. Le garçon a été confié à une nouvelle famille, où il a reçu du soutien et la possibilité de recommencer. L'organisation Les Enfants du Soleil a cessé d'exister immédiatement après l'arrestation d'Allard Veski. Cette affaire est devenue un signal important pour les forces de l'ordre en Estonie. Désormais, de tels groupes étaient traités avec plus d'attention et de prudence. Anna et Marcus Valgu ont perdu la garde et la possibilité de voir Rasmus. Allard Veski a reçu son verdict. Mais malgré la clôture officielle, l'histoire a continué à vivre dans la mémoire de toutes les personnes impliquées. Elle est devenue un rappel amer de la facilité avec laquelle les gens peuvent se perdre sous l'influence d'autrui et du prix élevé que de telles erreurs peuvent coûter.